Bonsoir à tous, bienvenue dans votre journal. Dans l'actualité de ce 1er avril, un enfant de 3 ans décède après avoir été renversé par une voiture. L'accident dramatique s'est produit ce matin à Tours-Nord, place de la Tranchée. Le conducteur s'est enfui. La police lance ce soir un appel à témoins. Philippe Briand en garde à vue dans le cadre de l'affaire Big Malion. L'ancien trésorier de Nicolas Sarkozy et 2 autres responsables de la campagne de 2012, entendus par les juges d'instruction à l'office anticorruption de la police judiciaire à Nanterre, dans les Hauts-de-Seine. On y revient dans quelques secondes. Également dans ce journal, en France, on recense 240 000 donneurs de moelle osseuse. Ces veilleurs de vie, comme on les appelle. Ce matin, un camion installé place Jean Jaurès à Tours sensibilisait le public. À suivre le témoignage poignant de Valérie. En 2013, elle apprenait qu'elle était atteinte d'une leucémie aiguë. Bonsoir à tous. Et on ouvre ce journal avec cet appel à témoins. La police recherche une Peugeot 207 grise. À son bord, le conducteur, un homme âgé entre 60 et 80 ans. Il aurait pris la fuite après avoir renversé un enfant de 3 ans sur un passage protégé à Tours-Nord, place de la Tranchée. Un accident dramatique puisque l'enfant est décédé malgré les efforts de secours intervenus rapidement. Le conducteur aurait vraisemblablement procédé à un dépassement dangereux d'un bus stationné à son arrêt. L'accident s'est produit tôt ce matin. Le récit de Teddy Lebert et Aurélie Renaud. C'est sur ce passage protégé à l'angle de l'avenue du Mans et de la place de la Tranchée que le drame s'est produit. Vers 9h15 ce matin, un bus fil bleu s'arrête pour laisser monter des voyageurs. Un automobiliste arrivant de Saint-Cyr roule derrière le bus. Il tente un dépassement et mord le terre-plein central. Au même moment, une assistante maternelle traverse. Avec elle, un bébé dans une poussette et 2 enfants à pied. L'un d'eux, âgé de 3 ans, est percuté par la voiture. Il a immédiatement pris la fuite sans prendre le soin de s'arrêter. Donc en empruntant l'avenue Maginot et en tournant rapidement sur sa droite en allant vers la place Coty. Une infirmière témoin de l'accident a prodigué les premiers secours et a fait appel aux pompiers et au SAMU. Malgré leurs efforts, l'enfant est décédé à son arrivée à l'hôpital Clocheville. Aujourd'hui, la police lance un appel à témoins afin d'identifier le conducteur et son véhicule. Donc le conducteur étant un homme visiblement âgé, entre 60 et 80 ans, et son véhicule, donc, qui est une Peugeot 207 de couleur grise qui porte des bandes latérales en plastique noir et qui est susceptible de présenter un choc à l'avant, bien de pouvoir nous contacter au commissariat 24 heures sur 24 ou à la brigade des accidents afin de nous donner tout élément susceptible bien, de permettre l'identification du véhicule ou de son conducteur. Par ailleurs, si ce conducteur bien, nous regarde, qu'il se présente le plus rapidement possible auprès des services de police. Cet après-midi, la police analysait les bandes de vidéosurveillance du tramway et celles des caméras privées afin d'identifier l'immatriculation de la 207. Et je vous le rappelle, la police recherche une Peugeot 207 grise avec bande latérale noire. Le conducteur, un homme âgé de 60 à 80 ans. Vous pouvez 24 heures sur 24 joindre le commissariat de Tours au numéro qui s'affiche au bas de votre écran. Philippe Briand en garde à vue dans le cadre de l'affaire Big Malion. L'ancien trésorier de Nicolas Sarkozy et 2 autres responsables de la campagne de 2012, entendus par les juges d'instruction à l'office anticorruption de la police judiciaire à Nanterre, dans les Hauts-de-Seine. Le 29 janvier dernier, 2 perquisitions avaient lieu au domicile du député maire UMP Philippe Briand ainsi qu'à son bureau à la mairie. L'enquête porte sur un système présumé de fausses factures au moment de la campagne présidentielle. Audrey Champigny. Placé en garde à vue dans les locaux de l'office anticorruption de la police judiciaire de Nanterre, Philippe Briand est entendu depuis ce matin dans le cadre de l'enquête Big Malion concernant la campagne présidentielle de Nicolas Sarkozy en 2012. Une campagne dont le député maire de Saint-Cyr était le trésorier. Dans cette affaire, les enquêteurs ont la conviction qu'un système frauduleux de fausses factures a été mis en place pour que l'UMP prenne en charge plus de 18 millions d'euros de dépenses pour empêcher qu'elle n'explose le plafond autorisé. Le principal intéressé, lui, a toujours réfuté cette hypothèse. Il ne faut pas se tromper. On peut parler d'un coût qui est important, mais là on parle de surfacturation. Quand on surfacture, ça veut dire qu'on prend pour pouvoir redonner. Ce n'est pas le cas. Personne d'ailleurs n'imagine que ce soit le cas. Donc je trouve que c'est très exagéré. En janvier dernier, Philippe Briand avait néanmoins sollicité lui-même la levée de son immunité parlementaire pour pouvoir témoigner comme n'importe quel justiciable. Moi je me suis engagé à la demande de Nicolas Sarkozy
en février pour le temps de sa campagne. Aujourd'hui, on a une affaire qui est retentissante. De se trouver là-dedans, c'est quelque chose de très désagréable. Je souhaite que la justice fasse très vite son travail, le plus vite possible. J'estime que l'immunité parlementaire, elle est faite pour nous protéger dans le cadre de notre activité, de nos propos parlementaires. Elle ne doit pas être un frein à la manifestation de la justice. 2 autres ex-responsables de la campagne ont également été placés en garde à vue et 7 autres personnes ont déjà été mises en examen. D'anciens dirigeants de Big Malion, mais aussi d'anciens cadres de l'UMP. Les juges veulent savoir précisément qui était au courant, qui a donné l'ordre et à quel moment de la campagne. Également dans ce qui fera l'actualité judiciaire, les mariages chinois. Dans moins d'une semaine, le procès s'ouvrira à Tours. Jean Germain et Lisanne, son ancienne collaboratrice dans cette affaire, devront répondre avec d'autres à la justice concernant l'organisation des noces romantiques en Touraine. Nous en parlerons ce soir avec Pascal Ménage, ancien conseiller municipal à la ville de Tours. Homme de droite, il était sous Jean Germain dans l'opposition. L'un des élus les plus féroces a réclamé la transparence dans cette affaire. Il nous rejoint sur ce plateau dans quelques minutes. Le Parti socialiste tiendra demain son conseil fédéral. Conseil fédéral dans une ambiance électrique. Division entre frondeurs et valsistes. Règlement de compte entre le premier secrétaire fédéral Mickaël Cortot et le député Jean-Patrick Gille. La ligne de fracture du PS37 s'est confirmée dimanche dernier en ne conservant que 8 sièges au conseil départemental. Le PS doit faire son analyse et préparer sa reconstruction. Florent Carrière. Une gauche aujourd'hui déconfite. En Indre-et-Loire, elle a perdu beaucoup. D'abord des mairies il y a un an, à l'instar de Tours, Joué-les-Tours ou encore Chinon. Et puis dimanche dernier, le département d'Indre-et-Loire. 24 sièges avant les élections. La gauche n'en conserve plus que 8. Et sur ces 8, seulement 2 anciens conseillers départementaux. C'est tout un personnel politique à renouveler pour le PS en vue des prochaines échéances électorales. Mais avant, il va surtout devoir régler ses comptes. C'est dans ce contexte que le PS d'Indre-et-Loire tient demain soir son conseil fédéral, consacré notamment aux raisons de la défaite. Entre les rivalités de personnes et les luttes dogmatiques, il s'annonce tendu. D'abord entre les frondeurs, incarnés ici par Laurent Baumel, et les pro-gouvernements, Marisol Touraine et le député Jean-Marie Beffara. Puis entre Mickaël Cortot et Jean-Patrick Gille, le député avait reproché au premier secrétaire fédéral sa gestion dans la campagne, notamment vis-à-vis des élus sortants. Pour Gille, le PS aurait dû s'abstenir de présenter des candidats face au dissident Alain Michel et face à l'écologiste Christophe Boulanger. Une prise de parole indigeste pour Mickaël Cortot, qui reproche à Jean-Patrick Gille de ne pas avoir mené campagne. Ambiance qui s'annonce d'autant plus électrique que le PS s'apprête à renouveler ses instances nationales et départementales. La préparation du congrès de Poitiers ne devrait pas demain soir aller dans le sens de l'apaisement dans un parti particulièrement divisé sur la ligne politique à tenir. Du nouveau pour la desserte Tours-Saint-Pierre-des-Corps. Dans le cadre de la LGV Tours-Bordeaux, les élus se mobilisent, vous le savez, pour faire entendre leur voix et garantir la desserte Saint-Pierre-des-Corps-Tours. Dans un communiqué de presse qui nous est parvenu cet après-midi, le député socialiste Jean-Patrick Gille déclarait que le projet des horaires 2017, récemment transmis par la SNCF, valide sa demande, avec notamment 5 TGV Tours-Paris le matin et 5 TGV Paris-Tours le soir, avec un départ environ toutes les 30 minutes. Place à un classement qui vous intéresse à présent. Le classement des meilleurs lycées de France, publics ou privés, réalisé par le magazine L'Étudiant à partir des indicateurs de l'éducation nationale. Regardez, pour les 4 premiers, le lycée privé Saint-Grégoire à Tours, suivi du lycée Sainte-Croix-Sainte-Verte à Orléans, le lycée Sainte-Ursule toujours à Tours et enfin le 4e, le lycée Alfred de Vigny à Loches, lycée public. Devenir son propre patron, le rêve d'une vie pour des millions de Français. Un Français sur 3 voudrait créer son entreprise. Certains osent sauter le pas et se lancent dans cette aventure. Après une baisse du nombre de créations d'entreprises due à la crise, les chiffres repartent enfin à la hausse. Plus 7% en 2014. Mais attention, seuls 66% des nouvelles entreprises passeront le cap des 3 ans. D'où l'importance de l'accompagnement, véritable clé de la réussite. Exemple à la CCI Touraine qui propose des ateliers pour ceux qui veulent se lancer dans l'aventure. Aurélie Renaud. Ici, chacun a une idée qui lui trotte dans la tête. Reprendre un restaurant, créer une crèche, un cabinet de sophrologie ou encore créer son entreprise d'organisation de goûter d'anniversaire.
C'est au tour d'Émilie de confronter son projet au regard des autres. Depuis 5 ans, elle est saisonnière dans le tourisme et souhaite changer de vie. Elle rêve de stabilité et d'indépendance. Alors je me vois ouvrir une boutique de dépôt-vente de robes de mariée, donc que de l'occasion, mais de la belle occasion. Alors tout ce qui est comptabilité, je connais un petit peu, donc les termes me parlent. Après, c'est plus au niveau des statuts à choisir pour l'entreprise, où là, c'est un peu plus flou parce que ça part sur de la fiscalité et là, c'est vraiment plus vague. Le portrait robot du créateur d'entreprise, un homme de 36 ans vivant sur l'agglomération, salarié ou demandeur d'emploi, pas forcément diplômé, mais qui a déjà 10 ou 15 ans d'expérience professionnelle. Ce qu'on voit là qui connaît un gros bouillonnement, donc l'économie du numérique, ça c'est indéniable, avec tout ce qui est création d'applis, site internet. On a aussi effectivement le service à la personne qui lui est toujours bien présent et puis les marchés de niche. Alors, par exemple, notre créatrice qui fait des chaussures sur mesure pour les femmes qui ont des problèmes de pied. Identifier sa clientèle et faire une étude de marché, des étapes parfois trop vite balayées par les porteurs de projets. La clé de la réussite, se faire accompagner. À la CCI, les créateurs peuvent suivre un stage intensif. Aujourd'hui, 2 banquiers sont à leur disposition. On parle du prêt bancaire, des charges, jusqu'au prix d'un appareil à carte bleue. Il y a 2-3 grandes questions qui reviennent systématiquement, c'est quel est le niveau d'apport personnel que vous allez m'exiger? Quelles sont les garanties que vous allez me demander, hein? Et puis quelles sont les solutions de financement qui s'offrent à moi? Donc on dédramatise la situation en leur donnant des clés de réussite, si vous voulez, lorsqu'ils vont eux-mêmes se présenter demain dans leurs agences respectives, quoi. Très souvent, le seul interlocuteur du créateur d'entreprise sera le comptable. En effet, seuls 20% des porteurs de projets font appel aux conseillers des chambres consulaires pour créer leur société. En France, on recense 240 000 donneurs de moelle osseuse, ces veilleurs de vie, comme on les appelle. Ce matin, un camion installé place Jean Jaurès à Tours sensibilisait le public. Chaque année en France, on dénombre 2000 malades qui ont besoin d'une moelle osseuse. À 36 ans, Valérie Rager nous fait part de son témoignage. En 2013, cette habitante de Tours apprenait qu'elle était atteinte d'une leucémie aiguë. Soignée à l'hôpital Bretonneau, elle apprend vite que personne dans sa famille n'est compatible. On l'écoute au micro d'Audrey Champigny. Après le début de la maladie, ils m'ont dit qu'il fallait chercher dans la liste de donneurs universels. J'ai eu quasiment un mois ensuite encore une réponse comme quoi j'avais un donneur très compatible qui était disponible, qui n'avait pas encore donné sa moelle et qui était sain. Et que ce serait vraiment mon donneur. En l'occurrence, c'est une donneuse qui m'a donné sa moelle, une Française. C'est tout ce que je sais. Évidemment, le fait d'avoir une greffe rapidement, ça m'a permis vraiment physiquement et psychologiquement d'être apaisée, parce que de me dire, bon, rapidement, je vais plus avoir de chimio, que ce soit à la maison ou à l'hôpital, et éviter d'avoir à aller à l'hôpital trop souvent, et de passer à autre chose et de revivre une vie normale, tout simplement, quoi. Voilà, c'est la fin de ce journal. Merci à tous de nous avoir suivis. Dans un instant, Pascal Ménage, ancien conseiller municipal à la ville de Tours, nous rejoint sur ce plateau. À tout de suite.